Ok, donc si je me souviens bien, nous, on n'a pas vu ça. C'est bien ça, on s'est arrêté ici et on reprend à partir de cette diapo. Ça, c'est correct, ça. Donc, une chose qui est importante ou utile à faire dans bon nombre de cas, quand on a des bactéries qui poussent, c'est de mesurer leur taux de croissance qui est lié à ce qu'on appelle le temps de génération. Donc, si on a des bactéries que l'on a mis en culture, on fait ce type d'expérience où on va prélever la culture à différents temps et on va mesurer par des diffusions en cascade et des étalements sur boîte le nombre de bactéries vivantes en UFC par ml, unité formant colonie par ml, à différents temps. Et on va pouvoir tracer la courbe de croissance de la bactérie. Donc si on met ça sur une échelle linéaire, comme ici, c'est pas facile, c'est pas aussi facile que ça de voir où commence la phase de croissance exponentielle et où s'arrête la phase de latence. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser une échelle logarithmique, parce que c'est ça qui nous permet de distinguer clairement la phase de latence et cette phase de croissance exponentielle. Donc on se met dans la phase de croissance, et lors de la phase exponentielle, le nombre de bactéries vivantes se dédouble de façon régulière. Donc on a une bactérie, elle va se dédoubler, chacune de ces cellules filles va se diviser en deux, donc on a une croissance exponentielle. Donc, pour une croissance exponentielle, ce que l'on peut définir, c'est le temps des générations. Combien de temps il faut pour une bactérie en moyenne de se dédoubler. Et pour trouver le temps des générations, G, on va utiliser cette petite équation. Donc, si on a un processus exponentiel, on a un nombre de... donc, avec des bactéries qui dédoublent régulièrement. Si on prend le nombre de bactéries vivantes à un temps t, pendant la phase exponentielle, ça va être égal à son nombre initial multiplié par 2 puissance n. Donc n étant le nombre de générations. Donc n égale 1, une génération, le nombre va doubler. N égale 2, deux générations, le nombre de bactéries va être multiplié par 4, etc. Donc ça, c'est notre relation en mathématiques. Ce que l'on veut savoir, c'est, on connaît l'intervalle de temps t, on a mesuré le nombre de bactéries à ces différents temps, N0 et Nt. Donc ce que l'on veut connaître, c'est N. Combien de dégénérations ont eu lieu pendant ce laps de temps. Donc il faut réorganiser cette équation-là pour trouver petit n. Et pour cela, donc on va prendre les logs, les logarithmes. Donc tout le monde est transformé en log. Et la caractéristique des logarithmes, c'est une fois quand on a des puissances comme ça, log de 2 puissance n, ça devient n fois le log 2. Donc on réorganise un petit peu comme ça. Quand on multiplie, c'est la même chose que faire la somme de deux logarithmes. Et en réorganisant ça, on peut retrouver notre nombre de générations, petit n. Et le temps de génération, c'est le temps écoulé divisé par le nombre de générations. Alors, juste un peu ici, qu'est-ce qu'on peut voir de là? Donc on va de... Voilà, donc ça, c'est le temps de génération, le temps nécessaire pour moyenne pour une bactérie de se diviser en deux. Et pour notre exemple ici, qu'est-ce que ça donne? Donc on passe de 2 fois 10 puissance 5. Et on a l'impression que les mesures, c'est quoi? C'est tous les 20 minutes, là? Ouais, un truc comme ça. 2 puissance 5 ici, et 40 minutes plus tard, on est à 3, 4, ouais, on a 5 puissance 5.
Donc en 40 minutes, on a un petit peu plus de doublé. Donc pour cette courbe de croissance, notre temps de génération, il va être quelque chose comme ouais, 30 minutes ou quelque chose comme ça, environ. Donc on peut mesurer ça pour tout un tas de bactéries. Et les bactéries qu'on utilise en TP, dans le laboratoire, les bactéries qui vont pousser sur l'être humain, la plupart du temps, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, le temps de génération va être relativement court. Et ça, c'est dans des conditions optimales. Donc pour Escherichia coli, les bactéries peuvent se dédoubler en 20 minutes minimum. Pour Staphylococcus aureus, le temps de génération, c'est 0,47 heures, bon, pour moins de 30 minutes. Mais ça, ce n'est pas vrai pour l'ensemble des bactéries. Mycobacterium tuberculosis, elles poussent très lentement. Elles peuvent se doubler qu'une fois toutes les 2 heures. Et ça, c'est très important quand on planifie les expériences, quand on planifie des manips. Parce que normalement, dans le laboratoire, on étale les bactéries sur une boîte de pétri et elles poussent, elles forment des colonies un jour plus tard. Donc on peut les voir. Ça, c'est vrai pour les bactéries avec un temps de génération très court. Pour Mycobacterium tuberculosis, ça, on peut le faire, mais il faut garder les boîtes dans l'incubateur pendant 3 semaines. Parce que les bactéries poussent tellement lentement que le temps de former une colonie, ça prend plusieurs semaines. Donc ça, c'est vrai aussi pour Treponema pallidum, la bactérie qui provoque le syphilis. Et c'est également vrai pour la plupart des bactéries qui sont des autotrophes. Les chimio-autotrophes comme Nitrosomonas ou les photo-autotrophes comme les cyanobactéries ont tendance à avoir des temps de génération plutôt longs. Et ça, c'est pas si étonnant que ça parce que pour ces bactéries-là, elles doivent fabriquer tout à partir des composants très très simples. D'accord? Donc elles doivent fixer les CO2 et transformer le CO2 en tout, en glucides, protéines, lipides. Donc le nombre de transformations biochimiques, c'est le plus important et ça prend plus de temps. Tandis que pour Escherichia coli, Staphylococcus aureus, on va les mettre dans un milieu complexe avec une tonne de peptone, une tonne de glucose, une tonne un peu de tout. Donc ils ont juste un petit peu recollé les morceaux et c'est bon, quoi. Donc différentes souches de bactéries ont différents temps de génération. Ok, pour voir si vous avez compris un petit peu ça, donc je vous propose cette question-là. Si j'arrive à l'ouvrir. Ok, normalement c'est bon, la question est ouverte.
On a pratiquement 60 votes là, donc on va voir ce que vous pensez. Ok. Ok, donc ça, c'est ce que vous pensez. Alors, personne n'aime enfin, disons que c'est le moins populaire, l'identité de la souche en culture. Non, on n'a pas besoin de savoir ça. Quelle que soit la souche, si on a les mesures de nombre de bactéries par ml, ça suffit pour faire le calcul du temps de génération. Donc 4, pas nécessaire. 3, bon, ben, peut-être, mais en fait non, c'est pas suffisant. Entre le 1 et le 2, on a la plupart des gens qui disent 2. Oui, ça c'est la bonne réponse. Donc, et 1, c'est pas la bonne réponse. Et pourtant, on pourrait imaginer que c'est nécessaire. Pourquoi c'est pas nécessaire? Parce que la DO 600, ça va être directement proportionnel au nombre de bactéries par ml. Et dans le calcul, ça va disparaître, ça. Le facteur constante qui relie le nombre de bactéries à la DO. Et souvent, enfin, oui, c'est assez fréquent dans le TP, parce qu'il faut faire un calcul de ce type-là, et vous allez mesurer la DO 600 nanomètres. Et c'est assez fréquent de voir des gens faire le calcul pour convertir tous en nombre de bactéries par ml, et ensuite faire le calcul à partir de là. Mais c'est une étape supplémentaire qui n'est absolument pas nécessaire. Alors pourquoi c'est pas nécessaire? On va voir ça en termes mathématiques. C'est parce que come back. Non mais c'est super pénible, j'ai la flèche qui se perd tout le temps. Donc si on a notre numéro de bactéries, ça c'est égal à une constante K multipliée par le DO 600 pour ce numéro-là et ce numéro-là. Et un peu plus loin, là, on va avoir le facteur K DO 600 qui est présent ici et là. Et en fait, il va disparaître dans les deux cas. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là que notre facteur qui relie le DO 600 et le nombre de cellules par ml, il va disparaître dans le calcul. Donc, ce n'est pas la peine de le rajouter pour ensuite l'éliminer. Et ici, c'est l'illustration pourquoi c'est important de connaître si on est dans la phase exponentielle. Si notre premier temps est ici et le deuxième temps était là-bas, on va tracer une ligne droite entre ces deux temps-là, mais en fait, le calcul du temps de génération sera faux parce qu'on n'est pas dans la phase exponentielle. Et ce serait pareil si on était à la fin. Si notre premier temps était ici et un deuxième temps était après, plus loin dans la phase stationnaire, bon, ben, le calcul sera faux. Donc c'est pour ça que la réponse 2 est correcte. Okay, donc tout ça c'est vrai pour des cultures dites en batch, c'est-à-dire que on a un tube de 10 ml de milieu, ou on a un flasque, un airline de 200 ml de milieu, on ensemence des bactéries, elles poussent dans le même conteneur. Donc il existe aussi, donc ça, dans ce cas-là, on obtient ces différentes phases de la courbe de croissance. Donc il existe aussi des systèmes de culture continue des bactéries. Et dans les systèmes de culture continue, on va les maintenir dans la phase exponentielle en retirant les bactéries en trop de façon continue et en rajoutant du milieu frais en continu. Et c'est ce qu'on appelle un chémostat parce que l'environnement chimique est statique. Et donc en gros, on a un système un petit peu comme ça. Dans notre chémostat, c'est ça, c'est là où les bactéries vont pousser. Et on a un apport de milieu frais ici, et on va soutirer en continu les bactéries qui sont en trop. Et les bactéries qui sont là
vont rester en phase exponentielle de façon continue. Donc ça peut être intéressant pour les productions en biotechnologie, des fois, pour avoir les bactéries qui produisent quelque chose lors de la phase exponentielle et on va les maintenir dans cette phase le plus longtemps que possible. Et en recherche, des fois, il y a des travaux de recherche où on veut maintenir les bactéries en phase exponentielle pour étudier leur évolution sur un grand nombre de générations de croissance tout en gardant toutes les bactéries dans la phase exponentielle. Dans ce cas-là, une manip, on lance dans un chémostat et la manip va durer une semaine. Et pendant cette semaine-là, les bactéries font énormément de générations. Mais l'épuisement du milieu, les facteurs qui peuvent apporter d'autres pressions de sélection sur la population bactérienne sont éliminés dans ce système-là. Donc on simplifie un petit peu le système en maintenant les bactéries dans la même phase de croissance. Alors, toute la question des chémostats, c'est de savoir quel est le bon flux de milieu frais à apporter par laps de temps. Et pour répondre à cette question-là, on peut varier le taux de dilution. Donc le taux de dilution, c'est le flux divisé par le volume du chymostat. Donc quand j'ai un volume par exemple de 1 litre dans le chymostat, si je remplace tout ça toutes les heures, mon D égale 1. J'ai tout remplacé le milieu dans une heure. Et donc on varie notre taux de dilution et on regarde la quantité totale de bactéries dans le chémostat et la concentration limitante d'un nutriment présent dans le milieu. Donc si le taux de flux, le taux de dilution est 0, on apporte 0 en nutriments essentiels, bon, notre taux de nutriments limitants va être très faible et notre croissance ne sera pas optimale. Donc on va augmenter le flux avec notre taux de dilution et très vite on va atteindre un optimum en croissance bactérienne. Mais si on augmente trop, ce qui va se passer, c'est que finalement on va enlever trop de bactéries à la fois et la concentration en bactéries sera de plus en plus faible parce qu'elles n'arrivent pas à se diviser assez rapidement pour remplacer les bactéries qui sont enlevées avec le flux du liquide. Donc si on augmente notre taux de dilution à une valeur trop élevée, on élimine toutes les bactéries et on n'obtient rien dans le chymostat. En théorie, ce que l'on pourrait faire, c'est de faire une petite manip en variant tous ces paramètres-là et on se décide, OK, on met notre taux de dilution à 0,5 et on revient 5 jours plus tard, la manip est finie. Dans la vraie vie, ça ne marche pas aussi proprement que ça. Donc, ce qui se passe avec des chémostats, c'est qu'on a un rétrocontrôle avec un détecteur de la DO600 ici, là où les bactéries sortent du chymostat. Et ça va contrôler le taux de dilution avec l'apport de nouveaux milieux, avec la pompe ici, par la pompe ici. Donc, quand notre DO600 commence à diminuer sur cette courbe-là, on va donc diminuer le taux de nutriments. Si on diminue un peu trop, la DO va également commencer à diminuer. Donc on va augmenter le taux de dilution pour rester dans cette zone. OK. Donc jusqu'à présent, on a pensé à la culture des bactéries en milieu liquide. Donc ça existe, c'est pertinent pour un certain nombre de bactéries, des bactéries qui poussent en milieu aquatique, okay, elles sont là dans le liquide, en suspension. Mais dans un bon nombre de cas, les bactéries poussent plutôt sur une surface, minérale ou biologique. Et elles poussent en biofilm, c'est-à-dire les bactéries encastrées dans un exopolymère que les bactéries ont elles-mêmes sécrété. Et ça va donner une sorte de crasse qui s'accumule sur un peu n'importe quelle surface. Donc
biofilms peuvent être monoespèces. Donc, Pseudomonas aeruginosa, lors des infections pulmonaires, commence à sécréter un exopolymère et ça forme un biofilm avec uniquement les bactéries de Pseudomonas aeruginosa. Staphylococcus aureus fait la même chose sur les implants médicaux, les cathéters. C'est un grand problème de source d'infection. En dehors de la biologie, la microbiologie médicale, la plupart des biofilms sont multi-espèces. Ce sont des communautés de micro-organismes qui poussent ensemble sur une sorte de... Ouais, sur un film. Donc sur le rideau de douche, ce sorte de couche un peu grisâtre qui a tendance à s'accumuler, ça c'est un biofilm avec des bactéries qui vivent dedans. La plaque dentaire, c'est un biofilm avec plusieurs espèces de bactéries et les membres du biofilm sécrètent la partie extracellulaire de la plaque dentaire. Et les stromatolites, donc, sont des communautés de bactéries photosynthétiques pour certaines et d'autres qui vivent avec elles sur une surface minérale en dessous de l'eau. Donc chez les biofilms, il y a également une sorte de différentes phases de croissance d'un biofilm. Donc la première étape, c'est l'attachement. Donc les bactéries qui arrivent du milieu liquide vont se fixer sur la surface. Donc initialement, l'attachement est réversible, elles peuvent s'en aller. Mais l'attachement définitif est effectué par l'expression de différentes adhésines bactériennes qui peuvent être des pili, par exemple. Donc, pendant un petit moment après l'attachement définitif, les bactéries vont commencer à pousser sur la surface et lorsqu'elles sont suffisamment nombreuses, elles vont commencer à synthétiser l'exopolymère. Donc l'exopolymère va s'accumuler, les bactéries vont pousser dans l'exopolymère et c'est ça qui est le biofilm. Le biofilm commence avec ça, pas ici. Dès qu'on a bactéries plus exopolymères, c'est un biofilm. Donc ce biofilm va s'agrandir, devenir plus épaisse et va maturer. Et puis à un moment donné, elle finira par s'éclater et libérer à nouveau des bactéries qui sont éventuellement motiles en milieu liquide. Et c'est ça qui va permettre de libérer des bactéries qui vont aller coloniser d'autres surfaces. Donc toutes les étapes dans ce processus sont coordonnées par les bactéries. Donc l'éclatement, la dernière étape de dispersion, c'est un processus contrôlé, c'est-à-dire pour se libérer du biofilm, les bactéries doivent exprimer des enzymes qui vont dégrader l'exopolymère. Elles doivent éventuellement exprimer des protéines de flagelle qui vont permettre la motilité en milieu liquide, tandis que ici, on doit exprimer d'abord les adhésines et ensuite les enzymes qui permettent de synthétiser l'exopolymère. Donc c'est un programme de développement de biofilms qui est contrôlé dans le temps. Alors, un des trucs qui est important et intéressant ici, c'est cette transition entre la croissance sur la surface après l'adhésion définitive et le début du synthèse de l'exopolymère. Parce qu'on a besoin que les bactéries ont besoin d'être suffisamment nombreuses localement pour pouvoir couvrir toute la surface avec l'exopolymère. Donc, l'expression des gènes qui permettent la synthèse de l'exopolymère est démarrée uniquement quand les bactéries sont suffisamment nombreuses. Mais ça pose une question, c'est comment elles savent qu'elles sont assez nombreuses localement. Et ça, c'est pas si évident que ça, parce que là, je peux vous compter, j'ai des yeux, un truc comme ça, j'ai dans mon cerveau un concept du nombre, et donc moi, je peux dire, ok, est-ce que les étudiants sont assez nombreux pour démarrer le cours? Je peux le faire. Mais c'est pas aussi évident que ça pour voir comment une bactérie peut effectuer le même type de choix ou le même type de décision. Donc ça, c'est une question qui s'appelle la perception du quorum chez les bactéries.
comment les bactéries savent qu'elles sont nombreuses ou peu nombreuses dans un environnement donné. Et on commençait à se poser cette question-là à la fin des années 1970, en lien avec les bactéries Vibrio fischeri, qui sont les bactéries commensales sur la peau je pense que c'est sur la peau des poulpes qui émettent de la lumière. Et la peau de la pulpe, ce n'est pas les cellules de l'animal qui produisent de la lumière, c'est leurs bactéries comme symbiotiques qui produisent de la lumière. Et donc en regardant, en isolant les bactéries et en les mettant en culture, on se rendait compte qu'elles étaient capables de fabriquer l'enzyme, la luciférase, qui permettait d'émettre la lumière uniquement quand elles étaient présentes en culture à de très fortes densités. Ce qui est le cas dans la peau de l'animal. Elles sont vraiment super denses sur ces patchs d'organes émettrices de lumière. Donc, l'expression de la luciférase se fait uniquement quand les bactéries sont à forte concentration, quand elles sont suffisamment nombreuses. Et petit à petit, on a décortiqué le système moléculaire qui permettait de contrôler l'expression de cette enzyme de luciférase. Donc tout ça, c'est la LUX, le système LUX-I et LUX-R. Donc LUX pour la lumière, c'est pour ça. Et donc ce qui se passe, c'est que la LUX-I, c'est une enzyme qui permet de sécréter une petite molécule soluble qui normalement va traverser la membrane plasmique bactérienne librement et qui sera dans le milieu externe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la molécule auto-inductrice parce que lorsqu'elle est présente à une concentration suffisante à l'extérieur de la bactérie, elle va commencer à rediffuser à l'intérieur du cytoplasme bactérien. Elle va se fixer sur cette deuxième molécule, la LUX-R, le répresseur. Et LUX-R va permettre l'expression de tout un tas de gènes, LUX-I, C, D, A, B, E, qui vont coder pour la luciférase, donc elles vont elles vont produire de la lumière, et aussi la LUX-I, donc on aura une plus grande expression de LUX-I, une plus grande expression de la petite molécule soluble. Donc ça va faire un boucle de rétroaction positive. Donc très vite, le système va s'emballer et on aura une très forte expression de la luciférase très rapidement. Donc c'est pour ça que la molécule est auto-inductrice. Donc cette molécule a été caractérisée chez les vibrios. Donc c'est une N-acyl-homocérine lactone. Donc c'est cette partie-là qui est la partie sérine. Donc c'est le groupement amine et ça c'est un groupement carboxylate, c'est comme un acide aminé. Et ça, ce serait la chaîne latérale de la sérine qui refait un autre pont avec le groupement carboxylate ici. Donc ça, c'est le homocérine ici, et c'est en groupement N-acyl. C'est ça. Ok, donc du coup, pourquoi ça marche? Quand les bactéries sont à faible densité, on a une faible expression de LUX-I, donc la concentration locale de l'AHL restera toujours faible. Quand il y a beaucoup de bactéries qui sont en forte densité, qui commencent à produire l'AHL, la concentration de l'AHL à l'extérieur de la bactérie va commencer à augmenter, et c'est ça qui va déclencher le système. Donc, les bactéries savent qu'elles sont nombreuses parce qu'elles vont détecter la présence d'une molécule soluble qu'elles sécrètent. Et quand cette concentration devient suffisamment forte, c'est ça le signal pour produire tel ou tel gène. La luciférase dans notre exemple ici. Donc ça, c'est le premier système qui était compris. Et chez de nombreuses bactéries Gram-, on a des systèmes semblables avec différentes N-acyl-homocérine lactone qui peuvent être produits. Donc, par exemple, chez Agrobacterium, c'est le signal qui contrôle le transfert de plasmide entre les bactéries. Quand on y pense, ce n'est pas la peine de synthétiser des pili de type 4 de conjugaison
si on n'a pas d'autres bactéries de la même espèce à proximité. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un système qui est intéressant à exprimer uniquement lorsque les bactéries de la même espèce sont suffisamment nombreuses. Donc chez Pseudomonas aeruginosa, c'est quelque chose qui est important pour la virulence de la bactérie parce que ça contrôle la formation de son biofilm. C'est un pathogène pulmonaire. Elle commence à être très dangereuse la bactérie commence à être très dangereuse quand elle produit le biofilm. Et ça donne une sorte de matière épaisse qui est extrêmement difficile à éliminer en toussant. Et chez les bactéries Gram+, on a également des systèmes avec la même fonction. Donc pour Staphylococcus aureus, ce sont des systèmes de détection de quorum qui contrôlent l'expression de facteurs de virulence. Chez Bacillus subtilis, c'est quelque chose qui va induire la sporulation. Quand les bactéries sont trop nombreuses dans le milieu, il vaut mieux arrêter de pousser et produire des endospores. Donc chez les Gram+, le système moléculaire est différent. Donc chez de nombreuses bactéries Gram+, elles vont sécréter un petit peptide. Donc on a un gène qui code pour une protéine, la protéine sera découpée en petits peptides, les peptides sont exportés. Ces peptides, ce n'est pas comme les molécules AHL, elles ne peuvent pas traverser librement la membrane plasmique par diffusion. Donc il faut qu'il y ait une sorte de récepteur dans la membrane plasmique de la bactérie pour détecter leur présence. Et ensuite un système de transmission de signal pour démarrer l'expression des gènes qui sont sous le contrôle du système de détection de courant. Donc voilà, donc, connaître les détails, ce n'est pas important, mais c'est juste que chez les Gram+, ce n'est pas les systèmes AHL, c'est basé sur la sécrétion de courts peptides et la détection de la concentration de ces peptides par un récepteur dans la membrane plasmique. Ok, donc ça finit un petit peu notre cours sur les types nutritionnels de la croissance. Donc il faut comprendre la différence entre les termes chimiotrophe, phototrophe, organotrophe, lithotrophe. Ne jamais confondre auxotrophe et autotrophe et phototrophe et prototrophe. Ce sont les mots quasi identiques, mais ils veulent dire des choses totalement différentes. Et c'est très facile de les confondre. Alors, pour la culture des bactéries, il faut connaître des définitions de milieux définis, complexes, sélectifs, différentiels. Et pour la courbe de croissance, le nom des différentes phases et comment il faut faire pour calculer le temps de doublement ou le temps de génération. Ok, donc ce qu'on va faire pour le reste, pour jusqu'à 11 heures, on a 40 minutes, c'est de considérer l'impact des différents facteurs d'environnement sur la croissance bactérienne. Et donc, ça va être d'abord l'oxygène, température, oxygène, teneur en sel, disponibilité de l'eau, le pH et les radiations. Alors, pour la température, ce que l'on peut faire, c'est de cultiver une souche de bactéries à différentes températures. Et donc, lors de ces cultures, on va obtenir la courbe de croissance avec ces différentes phases. Pendant la phase exponentielle, on peut mesurer le taux de croissance, le temps de génération. Et donc, on peut obtenir la vitesse de croissance de la bactérie à différentes températures. Et c'est ce qui est représenté ici, à peu près. Et donc, pour n'importe quelle espèce de bactérie, on peut définir la vitesse de croissance en fonction de la température. Et on voit qu'en fait, pour n'importe quelle bactérie, on va avoir une température minimum en deçà de laquelle la bactérie ne va pas pousser. Donc ça, c'est une température minimum de croissance. Quand on augmente la température à partir de là, le taux de croissance va augmenter parce que la température augmente, les enzymes de la bactérie vont fonctionner plus rapidement, toute la biochimie va tourner plus rapidement dans la cellule bactérienne. Et on arrive à un pic. Donc ça, c'est la vitesse de croissance optimale à une température donnée.
Et si on augmente la température encore, bah, les enzymes qui sont des protéines vont commencer à se dénaturer. La bactérie ne va pas réussir à survivre. Et donc, elle va d'abord pousser moins rapidement. Et finalement, bon, bah, on arrive à une température maximum de croissance, au-delà de laquelle la bactérie ne peut pas pousser. Donc, on peut définir 3 températures cardinales pour n'importe quelle bactérie. La température minimum de croissance, l'optimum et le maximum. Alors, avant ça, juste vite fait, quelle est la bonne mesure de la vitesse de la croissance ici, quand on a mesuré? Est-ce que c'est le temps de dégénération ou l'inverse du temps de dégénération? Ouais, vous pouvez voter ça. Attends, si j'arrive à ouvrir la question. Oui, c'est ça. Hein? Oui? Oui, non, mais oui, je sais, mais j'essaie de le réinitialiser. Ok, là, c'est bon, là. Normalement. Ok, là, voilà les réponses envoyées. Et la bonne réponse est voilà, le 2. Majoritairement, vous êtes d'accord. Et néanmoins, il y a quand même des gens, ils disent c'est le temps de génération qui est la bonne mesure de la vitesse. Mais justement, c'est pour ça, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Plus le temps de génération est long, plus la bactérie se divise lentement. Donc c'est un peu ça le sens de la question. Donc si le temps de génération est court, ça veut dire que ça pousse plus rapidement. Donc il faut juste bien garder ça en tête et pas inverser des choses. Ok. Donc on revient sur ça et nos températures cardinaux. Température cardinale peut-être. Donc, et en fonction de si la bactérie pousse à faible température, température normale ou à des hautes températures, on va les qualifier de psychotrophes, psychophiles, mésophiles, thermophiles ou hyperthermophiles. Donc en commençant par les psychrophiles, ce sont des bactéries qui préfèrent pousser à des basses températures, comme des bactéries qu'on peut retrouver dans l'océan Arctique, Antarctique, etc. Donc elles vont pousser à leur température optimale de croissance, c'est 10 degrés. Elles peuvent pousser à des températures inférieures à 0. Et quand on les met à 30 degrés, bah, elles ne vont pas pousser du tout. Elles sont incapables de pousser à des températures plus élevées que température ambiante. Alors pourquoi? Mais c'est chez les bactéries psychrophiles
leurs membranes sont formées de lipides avec des chaînes courtes dans les acides gras. Donc les membranes sont plus fluides, mais puisqu'elles poussent normalement à de très faibles températures, c'est relativement stable. Lorsque la température augmente à 25-30 degrés, les membranes de ces bactéries sont trop fluides et ne fonctionnent pas correctement. Donc on a aussi ça, l'opposé de ça chez les thermophiles et surtout les hyperthermophiles. Pour que la membrane reste stable chez ces bactéries hyperthermophiles, elle est composée de la partie acide gras est composée de chaînes longues d'acide gras. Et du coup, la consistance est semi-solide. Ça va à forte température, mais à des températures inférieures à 50 degrés, la membrane ne fonctionne pas correctement. Et donc, elle ne peut pas pousser à des températures inférieures à 55 degrés, les hyperthermophiles. Donc, en dehors de ça, l'idée c'est que vous connaissez au moins un exemple d'une bactérie mésophile, thermophile, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un nom de bactéries dans chaque catégorie, avec des trucs que j'espère que sont faciles à retenir. Cryophilus aime le froid, hein, c'est un petit peu un indice, quoi. Alors, les bactéries psychotrophes poussent bien à des températures normales, 20 à 30 degrés, mais sont très capables de pousser à des températures plus basses. Donc ça, c'est le cas pour de l'Listeria monocytogène, par exemple, qui est une bactérie pathogène qui peut pousser à 30 degrés, même à 37, mais en fait, elle est capable de continuer à pousser dans le frigo. Et c'est pour ça que la contamination des produits de viande, des pâtés, des trucs comme ça, et qu'on conserve dans le frigo, leur contamination par Listeria monocytogène est un vrai problème. La plupart d'autres bactéries pathogènes ne poussent pas à 4 degrés, donc la conservation dans le frigo, ça marche très bien. Pour les Listeria, ça marche beaucoup moins bien. Alors, les bactéries mésophiles, bon, ça c'est la grande majorité des bactéries que l'on cultive dans le laboratoire, parce qu'elles poussent à des leur optimum de croissance c'est entre 20 et 40 degrés. Elles ne poussent pas à des températures inférieures à 15, donc on les met dans le frigo, ça s'arrête de pousser. Très pratique ça. Et elles ne poussent pas au-delà de 50. Les thermophiles, ce sont des bactéries qui en fait préfèrent de pousser à des températures au-delà de 55 degrés, poussent beaucoup moins bien à des températures inférieures à 45 ou à 40, mais elles ne sont pas capables de supporter des températures supérieures à 80 degrés. Donc Bacillus, pas mal de bactéries thermophiles dans le genre Bacillus, donc Bacillus stérothermophilus, et Thermus aquaticus, c'est également un thermophile. Et finalement, on a des hyperthermophiles qui, en fait, préfèrent pousser à 90 degrés et peuvent pousser au-delà de 100 degrés, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, ces conditions-là se retrouvent sur Terre dans les sources hydrothermales, sous l'océan. Donc, la pression est tellement élevée que la température de l'eau liquide, c'est au-delà de 100 degrés. Et les hyperthermophiles peuvent pousser dans ces conditions-là. Donc, quand c'est en bleu, cela veut dire qu'il s'agit d'une archéobactérie. Donc, toutes les autres sont des eubactéries. Pyrolobus fumariae, c'est une archéobactérie. Alors, quand on regarde les protéines des archéobactéries, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de modifications pour les rendre plus stables et pour éviter la dénaturation thermique qui se passe normalement quand on chauffe des protéines. Donc l'intérieur de la protéine est extrêmement hydrophobe, donc les liens hydrophobes deviennent plus forts avec la température, et les protéines sont très riches en proline. Donc proline, si vous vous souvenez de vos structures d'acides aminés, c'est le seul acide aminé avec une chaîne principale cyclique, avec la chaîne latérale qui fait un cycle avec la chaîne principale. Donc, le proline ou des séquences
de peptides intégrant de la proline sont beaucoup moins flexibles que la plupart d'autres peptides. Donc avec la chaleur qui augmente, les protéines ont tendance à être plus rigides et moins flexibles chez des hyperthermophiles à cause de ça. OK. Alors, en termes d'oxygène, on sait qu'on a des bactéries qui poussent bien dans l'oxygène, des bactéries aérobies, les bactéries qui ne poussent pas dans l'oxygène, qui sont des bactéries anaérobies, mais on définit plusieurs catégories différentes en fonction de si l'oxygène est nécessaire, pas nécessaire, utile, pas utile. Donc, chez les bactéries aérobies obligatoires, elles ont absolument besoin de l'oxygène pour pousser. Donc, si on les ensemence dans une tube de milieu nutritif avec un gélose à 3% ou 6%, donc c'est un milieu un peu semi-solide, on met dans l'incubateur et le fait qu'on a un long tube comme ça permet de créer un gradient d'oxygène. Donc là où notre gélose est en haut, là, le contenu en oxygène dans le gélose est élevé, mais vers le fond du tube, on a de moins en moins d'oxygène. Donc nos bactéries aérobies obligatoires vont pousser uniquement ici, là où la concentration d'oxygène est suffisante. À l'opposé, une bactérie anaérobie stricte ne pousse pas en présence d'oxygène. Donc elle va pousser uniquement au fond du tube ici. Alors, une bactérie anaérobie facultative peut utiliser l'oxygène pour soutenir la respiration, donc elle pousse mieux en présence d'oxygène, mais elle peut néanmoins pousser en l'absence de l'oxygène. Donc elle va pousser partout dans le tube, mais ça sera plus fort tout en haut parce qu'elle est capable d'utiliser l'oxygène. Et ça, c'est à comparer avec ce qu'on voit chez une bactérie anaérobie aérotolérante. Dans ce cas-là, la bactérie peut résister à la présence de l'oxygène, mais elle ne peut pas s'en servir pour son métabolisme. Donc elle va pousser jusqu'en haut du tube, mais en fait, elle ne pousse pas mieux en présence d'oxygène qu'en son absence. Et finalement, les moins bien lotis, ce sont les bactéries micro-aérophiles qui ont besoin d'oxygène pour leur métabolisme, mais qui en fait ne peuvent pas pousser en présence d'une concentration trop forte d'oxygène. Donc elles ne poussent pas au fond du tube, elles ne poussent pas en haut du tube, elles peuvent pousser juste à une sorte de zone où l'oxygène est présent, mais pas à des concentrations trop élevées. Là encore une fois, bon, j'ai cité quelques espèces de bactéries dans les différents cas là. Donc, Escherichia coli, donc c'est une anaérobie facultative. Les aérobies obligatoires ont normalement Bacillus subtilis, mais apparemment certaines souches peuvent être anaérobies. Mycobacterium, tuberculosis, aérobie obligatoire. Ok, Enterococcus, des fois Lactococcus aussi, ou Leuconostoc, c'est un anaérobie aérotolérant. Alors, la toxicité d'oxygène est liée au fait qu'elle a la capacité de récupérer des électrons et devenir extrêmement réactif. Donc les espèces activées d'oxygène peuvent réagir chimiquement avec l'ADN et l'attaquer. Et c'est d'autant plus un problème que lorsqu'on essaie d'utiliser l'oxygène pour la respiration, on est là activement en train de transférer des électrons sur l'oxygène. Et ça risque de produire des espèces activées d'oxygène comme le radical superoxyde. Et pour survivre et résister à l'oxygène, les bactéries doivent absolument inactiver ces formes toxiques d'oxygène avec deux enzymes qui sont importantes. La superoxyde dismutase, SOD,
qui va convertir les anions superoxydes en peroxyde d'hydrogène, le H2O2, ou eau oxygénée. Mais le peroxyde d'hydrogène est aussi un produit toxique. Donc on peut l'utiliser, on peut l'acheter pour désinfecter, des choses comme ça. Donc la catalase va catalyser la réaction peroxyde d'hydrogène est converti en H2O plus dioxygène. Donc on va totalement détoxifier les formes activées d'oxygène. Donc les bactéries qui peuvent résister et peuvent utiliser l'oxygène doivent absolument posséder les deux enzymes. Les anaérobies strictes ne possèdent ni l'une ni l'autre. Et entre les deux, superoxyde dismutase et la catalase, c'est la superoxyde dismutase qui est vraiment l'essentiel. Et donc, les bactéries anaérobies aérotolérantes doivent avoir au minimum le superoxyde dismutase et ne possèdent pas la catalase. Et pareil pour les microaérophilies, elles doivent posséder la superoxyde dismutase et selon la souche vont exprimer la catalase oui ou non. Ok, donc ça c'est pour l'oxygène. Donc on peut se demander, mais comment on fait pour cultiver des bactéries anaérobies strictes? Parce que toute l'identification est basée sur l'isolement d'une colonie sur une boîte de gélose. Or, sur une boîte de gélose, on a la gélose qui est directement en contact avec l'air. Donc comment on peut faire pour isoler une bactérie anaérobie stricte? Donc on peut le faire en mettant les boîtes de pétri dans un environnement totalement anaérobie, dans lequel on a retiré l'oxygène. Et pour le faire, on utilise très souvent, on peut très souvent utiliser des sortes de bacs de culture d'anaérobie qui sont organisés comme ça. Donc on a un petit cadre pour soutenir les boîtes de pétri. On a un couvercle qu'on ferme très fort. Et à l'intérieur, on place un sachet de produits chimiques auquel on additionne de l'eau juste avant de mettre des boîtes dedans et de fermer les couvercles. Donc dans ce sachet-là, on a le borohydrate de sodium et le mélange d'acide citrique et de bicarbonate. Et lorsqu'on rajoute de l'eau, le borohydrate va produire du borate de sodium et va libérer du dihydrogène. L'acide citrique va réagir avec le bicarbonate pour libérer du CO2 et du dihydrogène. Et dans le couvercle, on a un catalyste qui permet de faire réagir le dihydrogène avec le dioxygène dans l'air ici. Et on met suffisamment de ces produits chimiques pour éliminer tout l'oxygène qui est présent dans ce volume-là d'air. Et finalement, on peut contrôler si ça a marché parce que notre petit papier imbibé de bleu-du-méthylène va devenir blanc si on a vraiment éliminé l'oxygène. Donc avec ce type de dispositif, on peut cultiver des bactéries anaérobies relativement facilement dans le laboratoire. Alors, donc ça c'est température, oxygène. L'autre facteur physico-chimique qui impacte, enfin un des autres facteurs physico-chimiques qui impacte la croissance des bactéries, c'est le pH. Donc la plupart des bactéries poussent à un pH proche du neutre, donc on les appelle des bactéries neutrophiles. Les bactéries qui préfèrent un pH acidique sont des acidophiles et les bactéries qui préfèrent un pH supérieur à 8, ce sont des bactéries alcalophiles. Donc, chez les bactéries acidophiles, on trouve certaines archéobactéries qui vont pousser dans les sources d'eau chaude, mais à un pH 2, très acidique, avec des fortes concentrations d'acide sulfurique. On a aussi Lactobacillus, qui va fermenter le lait, excréter de l'acide lactique, ce qui va diminuer le pH. Normalement, le pH va inhiber la croissance de la plupart des bactéries. Mais Lactobacillus, non, elle va continuer à pousser, même dans des conditions de pH acide.
Et les bactéries alcalophiles, bon, on les trouve dans quelques environnements aquatiques, des lacs alcalins. Pareil, j'essaie de trouver le nom d'une bactérie alcalophile qui est facile à retenir. Donc, Bacillus alcalophilus, c'est un alcalophile. Donc, quand on regarde ces bactéries extrémophiles, acidophiles ou alcalophiles, on se rend compte que le pH du cytoplasme reste neutre ou proche du pH 7. Donc, en quelque sorte, les bactéries doivent contrôler leur propre pH à l'intérieur de la cellule et doivent essayer d'effectuer une certaine homéostasie. Alors, comment elles font ça? Donc, on connaît ça mieux pour les bactéries neutrophiles qui essayent de mettre en place des systèmes pour lutter contre quand les conditions de pH sont défavorables à l'extérieur de la bactérie. Escherichia coli, par exemple, lorsqu'elle pousse dans un milieu trop acide, elle peut utiliser le proton ATPase pour exporter des protons à l'extérieur de la bactérie. Mais ça va utiliser de l'ATP. Donc on lutte, sinon les protons vont venir dans le cytosol, acidifier les cytosols. Donc les bactéries vont utiliser de l'ATP pour les exporter. Je dois essayer de regarder mes notes un petit peu ici pour lire le reste parce que... Ouais, c'est ça. Donc, je redémarre le stream ici. Okay. Donc, chez les alcooophiles, le problème c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de protons dans le milieu, ni à l'intérieur de la bactérie. Donc, elle veut récupérer des protons du milieu extérieur, même si on n'a pas beaucoup. Et donc, certaines peuvent échanger du sodium à l'intérieur de la bactérie, l'exporter et importer des protons pour essayer de maintenir le pH à l'intérieur à une valeur proche du pH neutre. Alors, prochaine chose à considérer, c'est la présence du sel. Donc, la majeure partie des bactéries préfèrent pousser un pH, une concentration de sel proche de 0,2 molaire. Mais peuvent pousser jusqu'à une concentration de sel à 1 molaire. Et donc ça, c'est bon. Notre osmolarité à nous, on est quoi, à 142, 145 millimolaires de sel dans le sang. Donc ça, c'est 0,2 molaire, c'est un peu plus concentré que le sang. L'eau de mer, c'est à 0,6 molaire de sel. Donc la plupart des bactéries peuvent pousser dans l'eau de mer, par exemple. Donc j'ai essayé de chercher un terme qui décrit ces bactéries-là, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Donc pour les températures, on a mésophile, pour le pH, on a neutrophile, mais pour la concentration en sel, ça c'est juste non halophile. Okay. Donc sinon, on a des bactéries qui sont halotolérantes, c'est-à-dire qu'elles préfèrent une concentration en sel, bon, disons normale, comme la plupart des bactéries, mais elles peuvent pousser jusqu'à 3 molaires du sel à une concentration de 3 molaires. Donc Staphylococcus, c'est un exemple de ça. Et donc, en TP, on utilise les boîtes Chapman pour sélectionner pour des Staphylococcus à cause de la forte concentration en sel. À côté de ça, on a des bactéries qui sont réellement halophiles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas pousser si la concentration de sel est trop faible. Elles préfèrent une forte concentration. Et des halophiles extrêmes qui vont préférer, ne peuvent pas pousser si la concentration en sel est inférieure à 1 ou 2 molaires, préfèrent 4 molaires de sel, et par exemple Halobacterium. Donc Halobacterium, on peut la retrouver dans la mer Morte. Ectothiorhodospira, on peut le trouver dans les marais salants.
Donc c'est une bactérie pourpre photosynthétique que l'on peut retrouver à Guérande, des trucs comme ça, là où on a une concentration de sel vraiment très très élevée, beaucoup plus élevée que ce qu'on trouve dans l'eau de mer ou dans la plupart des environnements. Donc, comment font les bactéries pour lutter contre les conditions hypertoniques ou hypotoniques? Donc, quand on a des conditions hypertoniques, le risque, c'est que tout l'eau à l'intérieur de la bactérie va quitter la bactérie par pression osmotique et la bactérie va se retrouver tout déshydratée. Donc, elle doit retenir l'eau face à une forte concentration de sel à l'extérieur de la bactérie. Et elles font ça par accumulant et augmentant la concentration dans le cytoplasme de ce qu'on appelle les solutes compatibles, souvent des acides aminés ou alors des molécules comme la glycine bétaïne, qui sont des molécules comme ça. Donc ça, c'est la glycine, mais au lieu d'avoir un groupement NH3+, ici, c'est 3 groupements en méthyle qui laissent une charge positive ici sur l'azote, mais sans pouvoir vraiment influencer le pH. Donc les solutes compatibles ne vont pas modifier la concentration en sel, mais ils vont augmenter la force osmotique à l'intérieur de la cellule pour retenir l'eau, et elles ne vont pas non plus modifier le pH à l'intérieur. Ça, c'est très important. Donc, certaines halophiles extrêmes peuvent accumuler le potassium à l'intérieur pour compenser la concentration très forte en sodium qui est à l'extérieur. Donc, et c'est ça qui permet de retenir l'eau. Mais c'est vraiment une exception, ça. Donc, quand la bactérie pousse dans un milieu hypotonique, le problème, c'est l'inverse, c'est que l'eau a tendance à diffuser à l'intérieur de la bactérie et augmenter la pression osmotique à l'intérieur de la cellule. Et ça, même si le peptidoglycane est une couche rigide, si la pression osmotique est trop forte, ça peut abîmer structurellement la cellule et risque de l'éclater. Donc on a des pores mécanosensibles dans la membrane plasmique de certaines bactéries. Donc quand la pression osmotique est trop forte, elle commence à exercer une force mécanique sur la membrane, les pores vont s'ouvrir et laisser partir des solutes à l'extérieur de la bactérie. Et une autre chose que font les bactéries pour lutter, dans conditions de faible salinité, c'est que tous ces solutes compatibles qui auraient pu être libérés, la bactérie va les polymériser dans des corps d'inclusion et du coup, elles ne sont pas en solution dans le cytosol, donc elles n'augmentent pas la force osmotique à l'intérieur de la bactérie. Donc ça, c'est très fréquent parce qu'on a un truc qui est réversible et qui peut être adapté aux conditions de salinité qui peuvent changer pour la bactérie. Donc, accumulation ou polymérisation de solutes compatibles. Alors, la présence ou la concentration de sel à l'extérieur de la bactérie, c'est un exemple en particulier où les substances dans le milieu extérieur de la bactérie vont limiter l'accès de la bactérie à l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est généralisable à n'importe quel substrat. Donc, si une bactérie veut pousser sur un gâteau ou dans un yaourt ou dans un substrat complexe comme ça, une partie des macromolécules dans le substrat vont interagir avec des molécules d'eau qui sont contenues dans cette substance. Et du coup, l'eau qui est présente va être moins disponible chimiquement. Donc ici, mes petites losanges, ce n'est pas censé représenter une bactérie, c'est censé représenter un bloc, je sais pas, de foie gras ou un morceau de fromage, quelque chose comme ça. Ici, c'est la quantité équivalente en eau pure. Donc, moins l'eau dans le substrat est disponible, moins elle peut s'évaporer. Et ça donne le moyen de mesurer ce qu'on appelle l'activité de l'eau dans une substance quelconque. Et l'activité de l'eau
et 1/100 de l'humidité relative dégagée. Donc l'eau pure, ben, il va dégager une humidité relative de 100%, plus l'évaporation est limitée, ben, moins mon truc va dégager de l'eau. Et donc ça donne la possibilité d'avoir une mesure de combien de l'eau dans un aliment est vraiment disponible pour interagir ou dans des réactions chimiques, et y compris combien d'eau est disponible pour être captée par la bactérie, si elle va pousser dans cet aliment. Alors, le concept de l'activité de l'eau, c'est pas si facile que ça, donc je vais essayer de voir si vous avez compris l'essentiel. Et oui, ça va prendre une seconde pour activer la question. Ok, normalement ça va. Ok, on va voir ce que vous avez mis. Ok, l'échelle va de 0 à 1. Oui, ça c'est correct. Ok, 100% d'humidité relative, c'est divisé par 100, c'est 1, ça c'est le maximum. 0, un rocher ou du sable, ça va être activité de 0, 0. Est équivalente à la teneur en eau, ça c'est faux ça. Donc, ça va être deux aliments peuvent avoir le même teneur en eau et une activité de l'eau différente. Parce que ça dépend quelle est la nature des macromolécules qui sont dans l'aliment. Et il y en a qui retiennent l'eau plus que d'autres. Donc en réalité, il y a une relation entre la teneur en eau et l'activité de l'eau. Plus la teneur en eau va être élevée, plus l'activité de l'eau va être élevée. Donc il y a une relation entre les deux choses, mais ce n'est pas exactement identique. Est plus élevé dans une solution forte en sel. Ça, c'est l'inverse. Plus on a de sel, moins on a de l'eau, n'est-ce pas, dans une solution. Donc, plus on a de concentration en sel, l'activité de l'eau sera plus faible. D'accord ?
Donc justement, c'était un peu pour ça, pour préciser ça. Et finalement, question 4, c'est certainement vrai, comme tout ce que font les chimistes d'ailleurs. Ah, je sais pas, non. Non, la biochimie, ça va encore, mais tout ce qui est chimie physique, c'est inventé pour nous torturer. Ok, donc ça, c'est l'activité de l'eau. Hey, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la microbiologie alimentaire. Parce que pour n'importe quel aliment, on peut le mettre dans une petite machine qui va mesurer l'activité de l'eau dans l'aliment. Donc la plupart des produits frais, bon, ils vont avoir une activité de l'eau entre 1 et 0,98. Donc 0,98, c'est pareil, c'est un peu 0,6 molaire de sel, l'eau de mer. Donc pratiquement toutes les bactéries, grain plus et grain moins, peuvent pousser sur des aliments frais. Donc ces aliments peuvent pourrir, se dégrader rapidement par une croissance bactérienne. Ensuite, avec des aliments de plus en plus soit desséchés ou avec une teneur en sel élevée, qui va retenir l'eau de plus en plus, on va avoir des activités de l'eau qui sont de plus en plus faibles. Et finalement, on a de moins en moins de bactéries qui peuvent pousser dans ces différents aliments. Donc, pour lire le tableau ici, donc quand j'ai dit la plupart des bacilles Gram+ peuvent pousser à une activité de l'eau jusqu'à 0,95, ça veut dire qu'elles peuvent pousser entre de 0,95 à 1, d'accord? Donc ça, c'est la limite inférieure de l'activité de l'eau possible pour supporter la croissance des bactéries Gram+. Pour les coquilles, elles poussent jusqu'à 0,90. Et Staphylococcus, puisque c'est une bactérie halotolérante, peut pousser à des activités de l'eau encore plus faibles. En dessous de ça, donc là, on est vraiment dans le domaine des bactéries halophiles et des hyperhalophiles. Alors, ça, c'est très important pour les technologies de conservation des aliments. Donc, les viandes secs et tout ça, bon, ça se conserve relativement bien en dehors du frigo parce que bon, bah, l'activité de l'eau est très faible. Un saucisson sec, bon, ça ne va pas vraiment pourrir ça. D'accord ? La seule exception, c'est pour les moisissures. Donc, la plupart de levures, bon, ben, ce n'est pas un problème en deçà d'une activité de l'eau de 0,90, mais certaines moisissures microscopiques peuvent pousser relativement bien sur des aliments avec une faible activité de l'eau. Donc, notamment les céréales, et là je parle des graines d'orge, de blé, etc., après la récolte, lorsqu'elles sont stockées. Et le grand problème pour conserver des céréales, ce n'est pas une contamination bactérienne, mais c'est une contamination par les moisissures. Okay. Donc, finalement, on peut combiner ces différents facteurs. Ah oui, un autre truc. Ouais, voilà, non, mais je vais en parler directement. Donc, on peut combiner ces différents facteurs pour conserver des aliments. Donc, si on achète un pain pizza dans le supermarché, ça va être emballé dans un petit truc comme ça sous plastique. Et l'activité de l'eau va être 0,95. Ça, c'est pour un pain frais, je dirais. Ici, un produit de supermarché, ça risque d'être inférieur à ça, un peu plus sec. Et surtout, ce qui va limiter la croissance des micro-organismes, c'est que l'atmosphère ici sera composée d'azote et de CO2. Donc, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur. Et ça va empêcher la croissance de toutes les moisissures. Parce que les moisissures, les pénicilliums, l'aspergus sont des aérobies obligatoires. Ce n'est pas des bactéries, mais c'est néanmoins des micro-organismes aérobies. Et si jamais vous achetez un truc et vous avez des taches de moisissure sur un des pains, si vous regardez bien, souvent c'est parce que l'emballage a été abîmé. Et l'oxygène est rentré et ça a permis la croissance des spores qui existent et qui sont un petit peu partout.
Donc voilà, donc on joue sur les deux choses, présence d'oxygène et l'activité de l'eau pour la conservation. Pour des aliments un peu comme ça, qui a mangé un truc comme ça déjà? Il y a quelqu'un qui a dit oui. Bon, ben, vous devez avoir vraiment faim. Donc ça, c'est des aliments pour chiens, pour chats, des petites granulés. Et là, l'activité de l'eau dans ces trucs-là, c'est vraiment très très faible. Donc aucune bactérie peut pousser dessus et même très très peu de moisissures. Et c'est pour ça que le paquet, les croquettes peuvent rester à température ambiante pendant des semaines, des mois et ça se conserve. D'accord? Mais on peut néanmoins les manger directement, on n'a pas besoin de les cuisiner comme des pâtes ou du riz sec. Donc les fromages, bon, ben, ce qui les conserve principalement, c'est le faible pH et aussi une activité de l'eau très faible. Donc à l'extérieur, c'est pratiquement que des moisissures qui peuvent pousser et former une croûte qui va protéger l'intérieur d'une dégradation. Et les produits fermentés avec une activité de l'eau plus importante, comme les yaourts, ben, tout seul, c'est de l'acidité qui conserve, mais ça ne marchera pas pour toujours. Donc, il faut combiner acidité, pH et faible température pour les conserver. OK, donc ça, c'est... On a deux cours tout de suite, là. On a le deuxième qui est direct, là, juste après, non? Donc, je vous propose de terminer juste sur les radiations. On fera une pause après ça et on reviendra 10 minutes après la fin, d'accord? Tout le monde est OK pour ça? Donc ça, c'est la dernière de nos facteurs environnementaux physico-chimiques qui peuvent limiter la croissance des bactéries. Ce sont les radiations. Donc la lumière visible, ce n'est pas un danger pour les bactéries, pas plus que pour nous. Mais tout ce qui est UV, ultraviolet et radiation ionisante a une activité toxique pour les bactéries. Donc, chez les rayonnements ultraviolets, plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie est importante et plus c'est dangereux pour les bactéries. Parce que les UVB et les UVC peuvent être absorbés directement par l'ADN et modifier la structure de l'ADN. Pour le rayonnement ionisante, c'est plutôt une action indirecte parce que lorsque un rayonnement gamma va traverser une cellule bactérienne, il va interagir principalement avec des molécules qui sont les plus abondantes dans la bactérie. Et la molécule la plus abondante dans une bactérie, comme dans nos cellules, c'est de l'eau. Donc, la radiation ionisante va interagir avec des molécules d'eau, produire des espèces activées d'oxygène, et c'est ça qui va attaquer l'ADN. D'accord? Et donc, toxique, toxique, toxique. Les UVC, bloqués par la couche d'ozone, donc ce n'est pas un problème pour des organismes vivants à faible altitude. Mais comment, enfin, mais c'est un truc qui, ouais. Pour voyager dans l'espace, par exemple, ça c'est un problème. Néanmoins, on a des utilisations de ces trucs-là parce qu'on peut stériliser certains produits par la radiation ionisante. Par exemple, tout ce qui est plastique de culture ou du matériel médical avec des tubules en plastique et tout ça, c'est stérilisé par des radiations gamma, je crois. On met devant une grande source radioactive, ça envoie les ondes et il n'y a aucune bactérie qui peut survivre. Évidemment, on ne peut pas utiliser la chaleur pour stériliser ces matériels parce que le plastique va fondre. Donc on se sert de la radiation ionisante. Et les UV à très courte longueur d'onde, les UVC, on peut les utiliser dans certains systèmes de stérilisation de l'eau. Alors, les bactéries ont des moyens de résister aux radiations parce que les UVB sont réellement naturels. Donc, les bactéries ont des moyens de réparer leur propre ADN
et aussi lutter un petit peu contre les espèces activées d'oxygène. Donc il y a une certaine chevauchement entre les mécanismes moléculaires de résistance à l'oxygène et les mécanismes de résistance au rayonnement. Et la bactérie la plus résistante au rayonnement sur la Terre, c'est un truc qui s'appelle Deinococcus radiodurans, qui peut résister à un dose de radiation ionisante absolument monstrueuse. Et on a fait pas mal de recherches sur cette bactérie pour essayer de comprendre pourquoi elle est si résistante. Un des mystères, un petit peu, c'est que cette bactérie-là pousse particulièrement dans des zones radioactives. C'est une bactérie chimio-hétérotrophe qui pousse un peu partout. Et en fait, il semble qu'elle est devenue très résistante au rayonnement ionisant, mais c'est une sorte de bénéfice collatéral, le fait qu'elle est super résistante aux espèces activées de l'oxygène et à la dessiccation. Et donc, les mêmes mécanismes de réparation d'ADN qui sont utiles pour la bactérie dans cette condition-là lui servent pour résister aux doses de radiation ionisante très, très importantes. OK, donc je vais terminer là. Donc, les différents facteurs environnementaux, température, oxygène, pH, salinité et radiation. Les trucs à retenir, c'est les différents termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et une bactérie, typiquement, dans chaque catégorie. Ah oui, ça, j'ai pas dit ça. La température, pourquoi c'est intéressant d'étudier les bactéries thermophiles ou psychrophiles? C'est que, puisque leurs protéines ont des propriétés tout à fait particulières, ça peut être une source d'enzymes pour la biotechnologie qui sont capables de fonctionner à très forte température pour les enzymes de bactéries thermophiles, par exemple, et notamment la TAC polymérase nécessaire pour la technique de PCR, super utile dans une tonne de domaines de biotechnologie. Tous les tests de VRMI de présence du SARS-CoV-2, c'est basé sur la technique de PCR. Et ça marche parce qu'on a obtenu une enzyme thermotolérante, thermorésistante, à partir de la bactérie Thermus aquaticus. Donc voilà, des thermophiles, source d'enzymes thermotolérantes intéressantes avec beaucoup d'applications en biotechnologie. Pour l'oxygène, ok, les différents termes, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple de chaque bactérie, d'une bactérie dans chaque catégorie. Et comment on fait pour cultiver les anaérobies? pH, pareil, les définitions des termes. Et voilà l'importance en microbiologie alimentaire quand on a des bactéries fermentaires comme les lactobacillus, lactococcus, qui fermentent le lait, diminuent la température et ces produits acides se conservent mieux que le lait tout court. Salinité eau, ok, allotolérant, allophile, et l'activité de l'eau, pareil, son importance en microbiologie alimentaire. Donc du coup, je m'arrête là et on se revoit à 11h10, d'accord ?